Libre Santé avec le docteur Jacques Lacroix et Lionel Chalex. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. Voilà, nous nous retrouvons en direct de nos studios, à la technique notre ami Jean-Yves Bernard, à la vidéo Gérard Pommier, un habitué de sa caméra, heureusement du reste pour lui, et à mes côtés le docteur Jacques-Michel Lacroix qui vient nous parler, vous savez de quoi? Eh bien du virus. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Lionel. On va forcément en parler, c'est difficile d'échapper. Ça, c'est quand même l'actualité. Pourtant, on laisse la porte des fois grande ouverte, mais bon, on ne peut pas s'échapper. C'est impossible. Non, c'est difficile. On va parler, je pense, du vaccin, du virus en général. Alors moi, je vais lancer une remarque qui va sûrement lancer le débat aussi. Je trouve quand même, dans son ensemble, que les professionnels de santé, ils sont bien plats. Voilà, ils sont, je les trouve, à part quelques-uns qui sont là pour faire leur pub à la télévision, sur les plateaux de télé, mais je les trouve pas très revendicatifs. Je les trouve tous d'accord un peu, ils sont dans un consensus. Voilà. Enfin, c'est mon idée, mon appréciation. Bien sûr, ça ne vaut que ce que ça vaut. Non, mais vous avez raison. Il y a deux choses. D'abord, ceux qui ont des idées qui ne sont pas dans la norme officielle actuelle, on les entend ou on ne les voit pas, déjà. Donc, effectivement, ça peut vous paraître comme ça, ça peut changer le débat. Ces gens-là, pourtant, il y a des groupes de médecins qui ont déposé des plaintes, même à l'ordre, ou des plaintes, je ne sais pas s'ils ont déposé au pénal, contre l'activité, contre les mesures qui ont été prises, contre certaines mesures qui ont été prises. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait quand même les entendre beaucoup plus que ça, quoi. Alors, si moi, je trouve que l'électrocardiogramme, il est un peu plat, quoi. Oui, mais si on ne les entend pas, ce n'est pas la faute de ces gens-là, c'est qu'on ne leur donne pas le micro. Enfin, il y a la rue, il y a plein d'autres moyens pour se manifester. Les médecins, à part certains qu'on voit tout le temps à la télé, toujours les mêmes, ils ne sont pas très revendicatifs et ils préfèrent des actions plus soft. Mais quand je vois un Patrick Pelou à la télévision, ça me donne des boutons, moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas grand-chose à y faire, surtout. Mais qu'il fasse sa profession, alors au lieu de nous raconter son charabia là, et nous vendre sa soupe oui, mais et son image. Il fait partie de ce petit groupe de médecins parisiens qui sont bien avec les journalistes, qui sont bien avec les hommes politiques, et qui donc, quand on a un avis médical à demander, on le demande à ceux-là, et pas à d'autres. Alors, à part Raoult, parce que c'est un... Oh, mais c'est fini, on l'entend plus, lui. Il est muselé. Plus ou moins, enfin, on l'entend quand même, mais il faut passer par d'autres canaux pour l'entendre que dans les grandes chaînes nationales. Pardonnez-moi, vous savez que sur les réseaux sociaux, Facebook a bloqué des pages parce que certains parlaient de lui. Je l'ai lu et vu de mes propres yeux. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que... Ils en parlaient peut-être d'une certaine façon, mais bon... Plus il va, plus nous n'avons qu'un seul discours possible, qui est le discours officiel. Et officiel, c'est pas forcément le vrai. Ou en tout cas, c'est un discours dont on peut discuter. Mais là, il est quasiment interdit d'en discuter. Enfin, c'est grave, quoi, parce que les gens sont endormis, sont conditionnés à un point. Aujourd'hui, c'est ahurissant. Le mot n'est pas très fort. Oui, c'est même, moi, c'est inquiétant, je trouve, parce que on a réussi à foutre une trouille pas possible aux gens. On ne peut pas rattraper maintenant. Je pense pas. Non, ça va être très difficile. Et si vous avez le moindre mot qui diverge par rapport au discours officiel, on vous traite de complotiste. Bon, c'est facile, mais c'est à se demander si le complot, c'est pas de l'autre côté. Bien évidemment. Parce que c'est comme un qui a eu, par contre, un discours honnête, c'est M. Vaccin, là, du gouvernement, qui
qui, il y a 15 jours à peu près, a dit oui, ce vaccin est peut-être bien, mais enfin, on ne sait pas. Et ça lui a été largement reproché. Alors, mais si on parle de vaccins, on peut commencer à parler de vaccins. Oui, très bien. Parce qu'il est certain que pour nous débarrasser un peu de cette épidémie, la vaccination, ça sera une excellente chose. On pourra parler aussi après de la vaccination contre la grippe. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Bon, un vaccin, c'est une substance qui, lorsqu'elle est absorbée par le corps, par voie orale ou par piqûre, va induire l'organisme à fabriquer des procédés de défense contre le virus ou la bactérie qu'on inocule. Que ce soit des procédés de défense à base de globules blancs ou un procédé de défense à base de protéines qu'on appelle les anticorps, en fait, etc. À ce moment-là, l'organisme est protégé. C'est ce qui se passe pour tous les vaccins qu'on connaît jusqu'à présent, que ce soit la rougeole, que ce soit la grippe, que ce soit le tétanos, la diphtérie, en fait, etc., etc. Tous les vaccins qu'on a l'habitude de faire. Alors, comment obtient-on ces vaccins? On les obtient en prenant le virus ou la bactérie, en l'inactivant ou en le tuant, et on l'injecte à la personne. L'organisme reconnaît là une substance étrangère, des protéines étrangères, et développe tout un attirail de défense contre cette substance, que ce soit une bactérie ou un virus. Ça, ce sont les vaccins classiques. Pour l'instant, contre le coronavirus, on n'en a pas encore. Sauf peut-être si le vaccin chinois qui est fabriqué comme ça, et les vaccins russes, apparemment, qui sont fabriqués comme ça aussi. En France, il y a Sanofi et Pasteur qui œuvrent dans ce sens-là pour essayer d'avoir un vaccin classique, disons, contre le truc. Et puis, à côté de ça, il y a celui qu'on nomme le vaccin, comme s'il n'y avait que celui-là, mais qui a réussi à être acheté par la communauté européenne pour plusieurs millions de doses et plusieurs milliards d'euros, tout en s'exonérant, ce qui est un scandale, de tout effet secondaire. C'est-à-dire que s'il y a des effets secondaires sur ce vaccin, en Europe, ça sera l'Europe qui paiera les dédommagements. Autrement dit, vous et moi, par nos impôts. Ce qui, quand même, c'est la première fois que ça arrive, c'est parfaitement scandaleux qu'un labo dit on vous donne ça, mais on ne sait pas s'il y a des effets secondaires, il faudra que vous les payiez vous-même. Tout ça parce qu'il n'y a pas assez de recul. Alors, voilà. Ce vaccin qu'on nous présente, celui de Pfizer, le vaccin américain, c'est un vaccin qui est fabriqué. Enfin, c'est pas proprement parler un vaccin. Enfin, c'est une thérapeutique qui est fabriquée à partir d'un procédé tout à fait différent. On n'inocule plus le virus atténué pour faire fabriquer des anticorps par le patient. On lui donne un attirail génétique, l'ARN messager, qui est une des substances qui se trouve dans les cellules et qui sert à dupliquer l'ADN. Pour l'ADN, c'est ce qu'il y a dans le noyau qui permet d'avoir nos gènes et d'avoir tout ça. Et lorsque les cellules se reproduisent, pour reproduire l'ADN à l'identique, elle utilise de l'ARN, c'est-à-dire de l'acide ribonucléique. Et à partir de ça, cet acide ribonucléique fait fabriquer par la cellule d'autres filaments d'ADN, et comme ça, la cellule peut se reproduire. Bon. Le laboratoire Pfizer étudiait la possibilité, depuis déjà plusieurs mois, ou peut-être plusieurs années, de faire fabriquer à la cellule des substances en lui injectant de l'ARN messager, c'est-à-dire l'acide ribonucléique, de façon à ce que la cellule devienne le fabricant d'un produit pour lequel elle n'était pas destinée au départ. C'est un peu un code qu'on lui donne en disant tiens, voilà un code, tu vas fabriquer ça. Mais ce code, on est obligé de l'introduire dans la cellule. Alors, dans le cas de la lutte contre le cancer, et c'est raison pour laquelle ils ont développé cette technique, c'est très valable, c'est très très bien. Et pour l'instant, il n'y a pas de résultat encore, mais ça va. Quand était parue cette épidémie, ils se sont dit, et si on ne pouvait pas l'utiliser pour lutter contre ce virus. Donc, ils ont modifié un peu l'ARN pour que l'ARN qu'ils injectent
aille faire fabriquer par nos cellules des substances capables de lutter contre ce virus. Bon, c'est très prometteur, c'est très séduisant comme technique. Le problème, c'est que nous n'avons aucun recul. Aucun. On ne sait pas ce que ça pourra donner. D'abord, on ne sait pas si ça semble être efficace, mais on ne sait pas ce que ça pourra donner comme effet secondaire. Or, en médecine, on a toujours vu des effets secondaires, même aux meilleurs médicaments, après l'utilisation par plusieurs millions d'individus. Effets secondaires qu'on ne pouvait pas prévoir au départ. Alors, si ces effets secondaires sont acceptables, ils se produisent dans peu de cas, on se dit, après tout, le rapport bénéfice-risque est valable. Là, pour l'instant, on ne nous décrit que des irritations au point d'injection. Ça, c'est tout à fait anecdotique. C'est même pas la peine d'en parler. Je veux dire, ça peut arriver après n'importe quelle injection, même de l'eau distillée, on peut faire une réaction. Donc, vis-à-vis de ce vaccin Pfizer, là, à ARN, moi, je suis parfaitement pour la vaccination. Je me vaccinerai certainement, mais pas avec celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il soit mauvais, mais on n'en sait rien. On ne sait pas. On ne sait que ce que dit la presse, que ce que dit la pub du labo. On n'a aucun recul, aucune étude scientifique d'abord sur les effets secondaires, et surtout aucun recul. Qu'est-ce qui nous dit dans 5 ans, dans 10 ans, on ne découvrira pas dans la population qui a été vaccinée avec ce type de vaccin des maladies qui apparaissent et qui pourraient être peut-être induites, que ce soit sclérose en plaques, que ce soit des cancers ou autres, on ne sait pas. Alors, tant qu'on ne sait pas, pour moi, je trouve que c'est prendre un risque. Alors, ça veut dire qu'il va falloir attendre longtemps. Alors, il y a un vaccin chinois qui existe, vaccin russe aussi. Je ne sais pas s'ils sont très efficaces, mais en tout cas, ils sont fabriqués sur des normes classiques. Donc, on peut penser que les effets secondaires ne seront pas plus importants qu'avec les autres vaccins. Et on attend celui de Sanofi et de Pasteur. Ils annoncent fin 2021. 2021, voilà. Mais ça me paraît raisonnable comme délai. Je veux dire, c'est pas, oui. Non, mais ceci veut dire que 2021, fin 2021, donc on risque de passer encore une année difficile. Alors, oui et non. Oui et non, parce que le vaccin, toutes les épidémies ont une courbe montante puis une courbe descendante, que les gens soient vaccinés ou pas. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui attrapent le virus, qui se mettent à développer des anticorps et une protection. Et quand on atteint un certain nombre, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective, quand il y a un certain nombre de gens, au moins 50%, qui ont été atteints par le virus, ils ne se développent plus dans la population, parce qu'ils ne trouvent plus assez d'hôtes pour pouvoir se multiplier. Alors, et oui, il va falloir attendre. Il va falloir attendre, si on veut, quelque chose de sûr et de suffisamment efficace et surtout de suffisamment sûr. Et pourtant, l'État français nous dit que, apparemment, début janvier, on pourrait commencer à se faire vacciner. Oui. Il y a un risque ou pas? Pour moi, il y en a un. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'accepter, ce risque. Hein. Moi, je suis d'accord. Si des gens acceptent ce risque, je veux bien les vacciner. Mais au moins qu'ils soient conscients qu'il existe un risque. Alors, ce risque est peut-être minime, mais on n'en sait rien. Plus faible que d'attraper le virus? Alors, le problème, c'est ça. On serait en face d'une épidémie d'Ebola. Ebola, ça tue 50% des gens touchés. On se dit, bon, il n'y a pas, tant pis, il faut prendre le risque. On fait le vaccin, on prend le risque. Hein. Là, il y a 1% de gens qui en décèdent. À peine. À peine. Et parmi ceux qui attrapent le virus, il y en a 20% qui font des formes graves, et parmi ceux-là, 1% de la totalité qui meurt. Mais il y en a quand même, si vous attrapez le virus, vous avez quand même 99% de chances d'abord de ne pas mourir, et 80% de chances pour que ce ne soit pas trop méchant. Bon. On n'entend pas souvent, ça. Hein. Eh oui, mais c'est pourtant la réalité. On n'entend pas souvent. Mais oui, parce que... Oui, parce qu'on préfère faire peur aux gens. Hein, depuis le début, on prend les gens pour des imbéciles. Oui, c'est ça. On les traite comme des gamins. On leur dit il faut faire ça, puis après on leur dit non, il ne faut pas faire ça. Après on leur dit il faut refaire ça, mais pas faire ça. On prend les gens pour des gamins. Il faut que les gens, au contraire, soient responsables d'eux-mêmes et qu'ils agissent en connaissance de cause. Donc, moi, je ne suis pas du tout contre le vaccin, mais peut-être pas contre n'importe quel vaccin. C'est ça
Et là, pour l'instant, avec le vaccin qu'on nous propose, on n'a pas assez celui de Pfizer, en tout cas. Le recul est insuffisant pour pouvoir dire qu'il est fiable, enfin qu'il est sans effet secondaire grave. Donc, après, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils ont peur d'attraper le Covid et d'en mourir, ben oui, qu'ils se fassent vacciner, bien sûr. Alors, pourquoi bon, je comprends aussi les autorités qui se disent c'est peut-être le moyen d'en sortir. Bon. L'ennui aussi, c'est que derrière tout ça, il y a quand même des intérêts financiers colossaux. Et qu'on peut pas, il est difficile d'avoir un discours détaché de ça, parce que tous les moyens de communication, les publications, qui pour l'instant il n'y a aucune communication importante sur ce vaccin, je parle au point de vue scientifique, les intérêts sont tels que... mais on fait ça depuis le début de la pandémie, quand on est comme ça. Alors, vous pouvez réagir, bien sûr, sur notre page Facebook, CLC Web Radio, si vous en avez envie. Je vous rappelle qu'à 18h, on changera de sujet. Nous allons parler du marché de Noël qui va se tenir... J'ai perdu mon petit... Voilà, qui va se tenir vendredi, samedi et dimanche ici à Coutras. Je recevrai pour cette occasion Ludivine Veillon et Régis Sauvage, qui sont respectivement responsables et délégués au commerce et de l'artisanat. Et ils viendront nous parler de cette manifestation phare des fêtes de Noël ici à Coutras à 18h. En attendant, nous allons faire une première pause musicale et on se retrouve en direct avec le docteur Jacques-Michel Lacroix pour cette émission Libre Santé. Et dans tout ça. CLC Média. CLC Média. La web radio De Coutras. Et voilà, la radio de Coutras, c'est CLC Média. Je vous le rappelle, vous pouvez... vous manifestez sur notre page Facebook, CLC Web Radio. Vous savez aussi que toutes nos émissions sont enregistrées en vidéo et vous pouvez les retrouver quasiment toutes sur YouTube. Pareil, CLC Web Radio. Vous pouvez vous abonner et vous avez toutes nos émissions depuis la création de la radio. Du reste, j'en profite pour vous dire que ça fait 1 an d'existence. Voilà. Certains ont eu mauvaise langue au début, on dit « Oh, ça sera qu'un feu de paille, etc. » Ben non, nous sommes toujours là. Bien sûr, on a été un petit peu perturbés comme tout le monde par ce foutu virus. Nous en parlons dans Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Ce virus qui, au départ, du reste, on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps quand même, me semble-t-il. Si j'ai bonne mémoire. Au départ, non, on ne pensait pas du tout. Il faut dire que c'est un virus qu'on ne connaissait pas. Enfin, qu'on ne connaissait pas. Si, dans les labos, ou chez Pasteur, ils le connaissaient. Certains même disent... Chez Pasteur, ils le connaissaient avant qui virus, oui. Ah oui, oui. Ah bon. Alors, oui, parce que les coronavirus, c'est une grande famille. Et parmi ces coronas, il y avait celui-là. Alors après, comment est-il passé dans la population toutes les hypothèses sont possibles, etc. Le problème, c'est que ça a déclenché une maladie qu'on connaît mal et qu'on connaît très peu. Au départ, tout au moins, qu'on ne connaissait pas. Même en réanimation, ils ont changé leur protocole de traitement au fur et à mesure que passaient les semaines et les mois. Parce qu'au départ, ils ne traitaient pas comme ils traitent maintenant, parce que c'est une maladie qui était inconnue. On a pensé que c'était une maladie virale un peu comme les autres, et puis non. C'est une maladie qui donne des symptômes différents d'un sujet à l'autre. La plupart des gens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne présentent pas de gros symptômes, ne présentent pas de pathologies lourdes. Mais chez certains, oui, ça donne des pathologies plus lourdes, comme des très grosses grippes, avec des fatigues qui durent, et puis, il faut savoir aussi que c'est un virus qui va jusqu'au cerveau, hein,
dans les méninges et dans l'encéphale. C'est pour ça qu'on a aussi cette perte du goût et de l'odorat, parce que le virus diffuse dans le cerveau. Alors, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il peut rester des séquelles à longue échéance ? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Il y a certaines personnes qui restent fatiguées très longtemps, qui sont apparemment... et que c'est apparemment dû au virus, oui, effectivement. Là, j'ai actuellement un copain, un membre du club, qui est en réanimation, ça fait 3 semaines. Alors lui, pourquoi est-ce que chez lui, ça a été si grave ? On ne sait pas. On aura peut-être un jour une explication. Ça serait intéressant aussi de savoir pourquoi certaines personnes font des formes graves et d'autres pas. Alors bien sûr, il y a des facteurs qui jouent. Bien sûr que la jeunesse par rapport à un âge avancé, ça joue, parce que quand on est plus jeune, on a des moyens de défense qui se mettent en œuvre beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace que quand on a passé un certain âge. Mais là aussi, c'est variable. Il y a des gens qui, à 60 ans, ont des systèmes immunitaires très compétents, et d'autres qui, à 60 ans, des systèmes immunitaires qui déjà jouent un peu relâche. Donc, mais ça, c'est pas propre au coronavirus, c'est propre à tous les virus. Tous les ans, il faut quand même savoir que la grippe, c'est pareil, n'atteint pas tout le monde de la même manière, même si l'ensemble des symptômes est assez identique chez la plupart des gens. Mais il faut aussi rappeler que la grippe en France tue entre 3 et 15 000 personnes par an. Une grippe ordinaire, je ne parle pas des grosses épidémies qui tuent 30 000 ou 40 000 personnes. Donc, et pour lesquelles on n'a jamais pris quand même ni de confinement, ni de mesures de ce type. Alors, ce virus est un virus qu'on connaît mal, donc il donne une maladie qu'on commence à mieux connaître, mais qu'on connaît encore mal, pour lesquels les traitements sont... Chacun essaie son propre traitement, ce qui semble quand même faire un peu être admis par la plupart des médecins. Enfin, je parle tout au moins de ceux qui traitent les malades, je ne parle pas de ceux qui vont parler à la télévision. Donc, c'est de mettre les gens sous antibiotiques déjà, pour éviter, évidemment, ça n'agit peut-être pas sur le virus, mais ça va éviter les surinfections qui sont un facteur aggravant important. Et puis, il y a des médecins qui préconisent l'hydroxychloroquine en début de maladie. Est-ce qu'on peut utiliser ce médicament aujourd'hui ? On peut parfaitement l'utiliser. Ah bon, je croyais que c'était interdit. Non, il n'est pas du tout interdit. Il n'est pas du tout interdit, mais il n'est pas indiqué pour le coronavirus. Il est indiqué dans d'autres maladies, comme par exemple les lucites estivales ou bien certaines maladies rhumatismales. Et c'est à ce titre-là qu'il est autorisé et c'est à ce titre-là qu'il est remboursé. Mais, alors le médecin est obligé de biaiser un peu. Oui, mais il peut le faire de manière tout à fait légale en mettant sur l'ordonnance hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. Et là, il prend ses responsabilités C'est une information importante là, que vous c'est, donnez. C'est tout à fait possible. Il prend ses responsabilités. Pardon, je veux que vous coupez. Est-ce qu'on en trouve ? Est-ce que le pharmacien est à même de... Le Plaquenil, normalement, il en a, bien sûr, oui. Et s'il n'en a pas, il peut s'en procurer. D'accord. Et à condition, si le médecin veut être en règle, il faut qu'il spécifie dessous hors AMM. C'est-à-dire que ça ne sera pas remboursé, mais enfin, ça vaut 5 €. Et s'il y a un pépin avec ce Plaquenil, qui est de l'hydroxychloroquine, ça sera pour le médecin. Il ne sera pas couvert, pas rien du tout. Mais ça, c'est après tout la responsabilité des médecins. Moi, ça fait 40 ans que je fais la médecine. Si je n'avais pas pris de responsabilité en 40 ans, j'aurais fait autre chose. Je serais planté des choux. Oui. C'est moins dangereux. Bon, et donc, le Plaquenil existe. On peut le prescrire. Il y a des contre-indications qui sont bien connues, surtout chez certains cardiaques, parce que le Plaquenil, c'est une quinine, et la quinine peut donner certains troubles cardiaques, mais chez certains sujets, si moi j'en prends, si vous en prenez... Oui. Bon, il y a des milliards de gens qui en prennent dans le monde. On connaît très très bien ce médicament. Donc, pour en revenir, les médecins
généralistes, dans les comptes rendus que je lis dans les revues médicales, il y a beaucoup de médecins généralistes qui ont adopté ce schéma thérapeutique et s'ils n'osent pas prescrire l'hydroxychloroquine, en tout cas, qui utilisent des antibiotiques pour éviter justement, dès le début, parce que c'est au début, après, une fois que les gens se sont aggravés, sont en phase où il faut, pour les sauver, juste les faire rentrer en réanimation, tous ces médicaments-là sont inutiles, bien évidemment. Mais au début, c'est comme un incendie. Quand ici, il y a le feu, avec un extincteur, on va l'arrêter. Si on attend que tout brûle, l'extincteur, il ne servira plus à rien. Donc, ça, et puis, beaucoup de médecins ont ajouté du zinc, parce qu'on a remarqué que, bizarrement, chez les gens atteints du Covid, il y avait souvent des déficits en zinc. D'autres ajoutent des oligo-éléments, comme du cuivre, et puis, quelquefois aussi, des remèdes homéopathiques, comme oscillococcinum, pyrogénium, qui, pris en tout début de maladie, comme pour toutes les affections virales, stimulent les défenses immunitaires. Donc, ce que vous êtes en train de dire, très franchement, je ne l'ai jamais entendu sur un plateau de télévision. Eh bien non, bien sûr. Jamais. Bien sûr. Ça ne va pas dans le discours officiel. Si, Raoult l'a dit, qu'il fallait traiter les gens. Oui. Il y a, comment il s'appelle, un autre infectiologue qui l'a dit aussi, Perron. Il l'a dit. C'est celui qui est mis de côté, là, en ce moment? Oui, sûrement. Sûrement. C'est lui qui est interné? Ah non, c'est un autre. Je croyais que c'était lui. Non, ça c'est tout à fait autre chose. Vous êtes au courant de ça? Oui. On peut en dire 2 mots ou pas? On pourra en dire 2 mots. Oui. Là, maintenant ou pas? Non, après on finit là. Oui. Donc, il y a des possibilités de traitement en début de maladie que beaucoup de médecins généralistes adoptent. Ils font avec ce qu'ils savent et ça, il semble que ça permette d'éviter souvent une aggravation. Bon, seulement évidemment, si on s'en tient au discours officiel qui était de dire prenez du Doliprane, enfin du paracétamol, restez chez vous et quand vous vous étoufferez, on vous mettra en réanimation, c'est scandaleux de dire des choses comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un groupe de médecins qui a porté plainte contre l'État français qui a dit ça au début. Parce que c'est scandaleux de dire ça, au lieu de dire « appelez votre médecin, il va voir ce qu'il peut faire, puis s'il peut rien faire, il vous hospitalisera. » Mais enfin, il y a peut-être quelque chose à faire au début. En plus, le paracétamol, c'est peut-être pas le plus indiqué dans le cas du coronavirus, parce qu'on sait que le coronavirus donne des micro-emboles, en particulier au niveau pulmonaire, et que dans ce cas, plutôt que le paracétamol, si on le supporte évidemment, si on n'a pas d'allergie, il faut prendre plutôt de l'aspirine, parce que l'aspirine fluidifie le sang et peut éviter d'avoir ces emboles pulmonaires. Donc voilà où on en est, quoi. Et voilà. Bon. Et là, vous vouliez parler d'un autre sujet. Oui, non, mais j'ai vu, sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. J'ai trouvé ça énorme qu'un professeur de médecine soit interné parce que, voilà, par rapport à ce qu'il a dit, on le prend pour un fou. Alors, ce professeur de médecine est bien connu dans la région normalement, puisqu'il a été chef du service de pharmacie de l'hôpital de Libourne il y a une 20aine d'années. C'est le professeur Fourtillan, qui est loin d'être un imbécile, qui est quelqu'un qui ose dire ce qu'il pense. Alors, est-ce qu'il a dérivé et est-ce qu'il est devenu fou? Je n'en sais rien. Je ne peux pas dire. Mais je pense que ce qu'on lui reproche surtout, c'est que comme on n'a pas pu le faire taire de manière officielle, l'État a demandé son placement en asile psychiatrique. En disant, comme il dit des choses qui ne sont pas absolument certifiées, c'est un fou, on le met en asile psychiatrique. Alors peut-être qu'il a des troubles psychiatriques, c'est possible, parce qu'à force de répéter les mêmes choses et de ne pas être entendu, on peut peut-être finir par dériver un peu. Alors ce qu'on lui reproche, c'est pour 2 choses. La première, c'est qu'il a découvert un dérivé de la... je ne pourrais pas vous aider. Bon, d'une hormone qui permettrait d'avoir un meilleur sommeil et en plus d'être efficace contre la maladie d'Alzheimer et certaines maladies neurodégénératives. Alors, il a fait pratiquer quelques essais sur des patients volontaires et on lui a reproché ça parce que c'est interdit de faire des essais thérapeutiques sans autorisation
du gouvernement et des autorités. Alors, bon, c'est vrai que là, il s'est placé en défaut. Bon, de là à dire qu'il est fou pour ça, il y a quand même une marge. Et puis, ce qui a été la cerise sur le gâteau, enfin, ce qui a fait la goutte qui a fait déborder le vase, c'est qu'il a porté plainte contre l'Institut Pasteur, en accusant l'Institut Pasteur d'avoir découvert ce coronavirus il y a déjà 5 ans, d'avoir déposé un brevet sur ce virus-là. Donc, il dit, vous pouvez le chercher, vous n'avez qu'à chercher le brevet, vous allez voir que ça existe. Et donc, il a décidé de porter plainte. Je crois que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a dit, il est fou, il faut l'enfermer. Alors moi, là-dessus, je n'ai aucune... Je ne savais pas que c'était un professeur qui était originaire de Libourne. Enfin, il était pharmacien à l'hôpital de Libourne, oui. Il y a 20 ans. Et ensuite, il est parti à Poitiers. C'est un type, sur le plan scientifique, éminent. Hein. Vous le connaissiez personnellement? Non, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai des amis qui l'ont connu personnellement. Et moi, je n'ai pas... Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux dire, peut-être que son internement était justifié. Je n'en sais rien. Mais on peut se poser des questions. On peut quand même se poser des questions, et surtout la question de savoir pourquoi on n'en parle pas davantage et pourquoi on ne cherche pas, pourquoi il n'y a pas d'enquête journalistique sur cet épisode-là, de façon à essayer d'avoir un peu de, sinon de vérité, tout au moins d'arguments pour se faire une opinion. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus faire grand-chose. On ne peut plus dire grand-chose. Les gens sont d'une susceptibilité incroyable. Ça démarre au quart de tour. Il n'y a plus d'échange. Hein. Et voilà, on vit dans un monde de fous. Certains le disent. Moi, je commence à le croire. Hein. Aujourd'hui, il y a une vérité officielle. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette vérité, on ne peut même pas en discuter. On dit que soit vous êtes fou, soit vous êtes complotiste. Donc, c'est quand même dramatique. On peut discuter de tout, normalement. De tout. Il faudrait pouvoir discuter de tout. Même si il se peut que je me trompe, mais qu'on vienne me prouver que je me trompe, qu'on en discute. Là, on est en face de gens qui sont pires que dans un clergé. Hein, c'est une église, et on n'a pas le droit de blasphémer. Point. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est dramatique. J'aurais voulu 2-3 mots sur le port du masque, parce que souvent... moi, je le vois à travers mes différentes activités, etc. On m'en parle souvent. Et alors, ce port du masque, toujours autant efficace qu'avant. Faut-il respecter à la lettre le gouvernement a dit, même chez vous, vous allez devoir le porter. Oui, alors etc. là, il ne faut pas tomber dans la plaisanterie. Mais s'il y a la seule chose... Je trouve que depuis 6 mois qui soit intéressante dans ce qu'on nous a dit, c'est les mesures barrières. C'est-à-dire se laver les mains, éviter les embrassades si elles ne sont pas nécessaires, et puis le port du masque quand on est en milieu fermé, parce que ça protège celui qui est en face de vous. Vous, ça ne vous protège pas, très peu. Très peu parce que le virus passe à travers. Mais ça protège celui qui est en face de vous, des gouttelettes de salive, des postillons qui, eux, sont porteurs de virus et qui donc vont contaminer la personne qui est en face de vous. Donc le masque, bien sûr qu'il devrait être, même en épidémie de grippe, obligatoire dans les transports en commun, dans les lieux fermés, là, absolument. Après, chez vous, de toute façon, c'est un peu... Évidemment que si on va aller au bout du bout des choses, oui, ça ne serait pas inutile chez soi. Mais est-ce qu'on doit vivre comme ça ou est-ce qu'on peut espérer vivre un peu autrement? Et à ce moment-là, les gens qui vivent avec vous, il faut qu'ils acceptent aussi de vous contaminer ou que vous les contaminiez. Parce que c'est pareil, vous allez faire l'amour avec votre femme, vous allez mettre un préservatif, vous allez mettre un masque, et puis après, vous allez... Le masque avec le tuba, les palmes... Voilà, bon. Donc, il y a un moment où il faut savoir prendre un risque. Maintenant, qu'on ne le fasse pas prendre aux autres, c'est tout à fait normal. C'est pour ça aussi que la vaccination, quand on aura une vaccination qui sera une vraie vaccination avec les effets secondaires bien connus, il faudra le faire parce que si ça ne vous protège pas forcément vous, ça va vous éviter de contaminer les autres. Et c'est comme ça qu'on peut éradiquer une maladie. Donc le masque, le lavage des mains, oui, bien sûr. Mais par contre, parce que moi, dans la rue, quand il y a... je ne parle pas des marchés où les gens sont très proches les uns des autres, forcément. Mais dans la rue, quand on se balade dans la rue, le masque est parfaitement inutile. Allez, on va faire une dernière pause musicale et puis on se retrouve pour conclure cette émission Libre Santé.
CLC Média, la web radio. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Alors, on va conclure. C'est vous qui en avez le soin, cher ami. Oui, alors on va conclure d'une manière plus générale en disant que cette pathologie là qu'on observe à grande échelle, puisque ça nous rappelle qu'on n'est pas tous égaux devant la maladie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et que les critères, comme j'avais écrit dans un article bisounoursien, c'est-à-dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, enfin, et puis il faut être comme ci, il ne faut pas être comme ça, etc. Tout ça c'est battu en brèche par les réalités qui nous sautent au visage, quoi. Il y a des choses graves, il y a des choses beaucoup plus accessoires. Et la maladie fait partie des choses graves, et ça laisse un peu de côté toutes les théories un peu fumeuses de ceux qui, bien au chaud, bien douillettement installés, pensaient qu'on pouvait créer un homme nouveau en remplaçant en mettant des prothèses à l'intérieur, en le faisant aller jusqu'à 120 ans, etc., etc. C'est pas mal d'y penser, mais ça remet les pendules à l'heure. Et ça appelle peut-être un peu plus d'humilité, ceux qui veulent nous faire croire que on est quasiment... que l'homme est dans une ère nouvelle où il va arriver à vivre grâce à l'aide de l'intelligence artificielle et tout. Bon, pour l'instant, l'intelligence artificielle, on l'attend, quoi. Le virus est plus fort, quoi. Donc, cette maladie nous rappelle aussi qu'on est fragile, qu'on est quand même des individus très fragiles, bien que le corps humain soit quelque chose d'extrêmement résistant. Je pense à, par exemple, le docteur Étienne, là, qui est allé au pôle Nord à pied en traînant son traîneau. Bon, il a résisté à des conditions extrêmes de moins 60 degrés, moins 50 degrés. Enfin, donc, on ne peut pas dire... Là, on dit, on n'est pas fragile. Et si on est fragile, parce qu'il suffit d'un petit bout d'ARN pour complètement déstabiliser. Il faut se souvenir que quand on est en bonne santé, quand tout va bien, on est comme un funambule qui marche sur un fil. Tant que tout va bien, il n'y a pas de problème. Hein. On se dit que c'est facile de marcher comme ça, d'être... Et puis, il y a un coup de vent, le fil oscille un peu, et là, ah là là, catastrophe. On est complètement déstabilisé, on ne sait plus ce qui nous arrive. Parce qu'il faut se souvenir que, oui, on a la chance, la plupart du temps, de pouvoir être en bonne santé, de vivre de manière agréable, mais que ce n'est pas de l'acquis, que ça se conquiert chaque jour, qu'il faut savoir, au besoin, un jour ou l'autre, l'abandonner. De toute façon, un jour ou l'autre, il faudra bien l'abandonner parce qu'on va mourir. Mais voilà, bon, c'est pas très joyeux comme conclusion. Non, mais c'est la réalité. Voilà. Et là où j'en veux un peu aux dirigeants actuels, c'est qu'ils ont le nez dans leur schéma, le nez dans leurs courbes, dans leurs études statistiques, et qu'ils ont dans leurs projections mathématiques, qui s'avèrent d'ailleurs 9 fois sur 10 fausses, heureusement pour nous d'ailleurs, et qui ne savent pas voir la réalité, ne savent pas voir le quotidien des gens, et donc ils disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, mais comment est-ce qu'on vit ? Il faut savoir. Alors, il y a des choses à faire, évidemment. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Mais peut-être que là, on est allé un peu loin et pas vraiment là où il fallait. Moi, j'aurais pour conclure une pensée à tous ces gens qui sont en difficulté, tous les gens du domaine du spectacle, par exemple. Nous avions reçu ici, j'ai reçu et interviewé le patron d'une des plus grosses boîtes de nuit à Bordeaux, La Plage, qui à l'époque, c'était au mois de juillet, si mes souvenirs sont bons, était dans une situation catastrophique. Donc voilà, tout ce monde de la nuit, du spectacle, qui sont durement... touché, théâtre, cinéma, sans oublier bien évidemment les restaurateurs, les commerçants, les artisans qui payent et qui vont payer cher, très cher même. Pour certains, c'est la catastrophe, certains se donnent la mort. Donc on arrive dans des situations qui sont presque apocalyptiques. Moi, ça m'interroge, et
quoi faire, je ne sais pas. Peut-être que les gens devraient réagir un petit peu plus. Aujourd'hui, il semblerait que ce sont les gens du spectacle qui sont dans la rue. Bon, tout ça, c'est... Allez, je vais le dire, je trouve ça un petit peu mou au niveau des réactions. Je pensais qu'on aurait bougé davantage. Alors, certains ont peur, d'autres n'ont pas peur. C'est un peu difficile, tout ça. C'est par la peur qu'on entretient la discipline et la mainmise sur une population. Donc, tous les régimes autoritaires ont fait ça. On s'y dirige peut-être pas. C'est sûr qu'il y a des Moi, je pense qu'on y est déjà. Ça n'engage que moi. Difficile à prendre et il est certain que les cartes, en tout cas au niveau économique, au niveau sanitaire, vont être rebattues. Malheureusement, au niveau sanitaire, je n'ai pas l'impression qu'ils rebattent les cartes parce que sinon, on devrait déjà avoir en construction des lits d'hôpitaux, des chambres d'hôpitaux, alors qu'on continue à les supprimer. Et ça, c'est dramatique. Bon, on souhaite quand même de bonnes fins d'année à toutes ceux et celles qui nous écoutent. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée, sûrement même 2 fois. Je regarde Jean-Yves, notre responsable technique, et voilà, vous aurez l'occasion de la réentendre d'ici la fin de l'année, tout simplement. Merci, Dr Jacques Lacroix, d'être venu jusque dans nos studios. Non, je souhaite un joyeux Noël et puis de bonnes fêtes de fin d'année, même si elles sont limitées dans les déplacements. Merci en tout cas. Dans quelques minutes, 58 minutes, avec tout simplement, voilà, une petite farce de mon téléphone, avec Ludivine Veillon et Régis Sauvage, respectivement responsables et délégués au commerce et de l'artisanat. On va parler du marché de Noël à Coutras. À tout de suite.